Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Le monde s'effondre, autrement appelé Tout s'effondre. Il s'agit d'un roman de l'écrivain chinois Achebe publié en 1958. Okonkwo vit dans le village d'Umuofia. Il est célèbre dans les villages aux alentours car quand il avait 18 ans, il a gagné un combat de lutte contre le célèbre Amalinze le chat. Durant les années qui ont suivi, sa popularité n'a fait qu'accroître. Son père s'appelait Unoka. Au moment du récit, il est décédé depuis 10 ans. Il était paresseux, imprévoyant et dépensier. C'était un raté qui n'avait aucun titre et un lâche. C'était un joueur de flûte et un mélomane. Okoye avait rendu visite à Unoka. Okoye avait besoin d'argent afin de financer une cérémonie pour une remise de titre. Il a demandé à Unoka de le rembourser. Unoka lui a montré les traits de craie sur son mur qui représentaient les dettes qu'il avait. Il souhaitait déjà rembourser les montants plus élevés que la dette de son voisin. Okonkwo a honte de son père et il est tout le contraire de celui-ci. C'est un riche fermier, il a 3 femmes, 8 enfants, et il s'occupe d'Ikemefuna qui est un garçon sacrifié au village d'Umuofia. Okonkwo est un modèle de réussite, c'est un guerrier valeureux et un grand travailleur. Un jour, tous les hommes d'Umuofia ont dû se rassembler sur la place du marché. Le sujet a porté sur les habitants de Mbeno qui avaient tué une fille d'Umuofia. Les habitants d'Umuofia leur ont demandé de choisir entre la guerre ou le don d'un jeune homme et d'une vierge comme compensation. Craignant une guerre qu'ils avaient grande chance de perdre, les habitants de Mbeno ont donné un garçon de 15 ans nommé Ikemefuna et une jeune vierge. La vierge a été donnée à Ogbuefi Udo pour compenser la perte de son épouse. Okonkwo s'est occupé du garçon. Ikemefuna ne savait pas pourquoi on l'a déraciné de son village pour l'envoyer dans celui-ci. Okonkwo fait vivre ses enfants et ses femmes dans la crainte. Il est intransigeant car il redoute l'échec et car il ne veut pas ressembler à son père. Autrefois, Unoka était allé voir l'oracle des collines et des grottes nommé Agbala afin de connaître la cause de ses misérables récoltes malgré les sacrifices qu'il avait faits aux dieux. La prêtresse nommée Shika lui a dit que ces mauvaises récoltes n'étaient le fruit que d'un manque de travail. Unoka est mort d'hydropisie. Cette maladie est une abomination pour la déesse de la terre. Unoka a agonisé dans la forêt maudite et il n'a pas eu de tombe. Après la mort de son père, Okonkwo a dû s'occuper de sa famille. Il n'a pas reçu d'héritage car son père était très endetté. Il a demandé de l'aide à Nuakibi afin qu'il lui donne quelques ignames à semer. Cet homme lui a fait un don de 800 graines d'igname et un ami de son père lui en a donné 400. La météorologie n'a pas été clémente. Okonkwo a dû faire face lors de la première année de plantation à la sécheresse puis à la pluie. Les années suivantes, Okonkwo a réussi brillamment sa vie. Il est brutal envers les hommes qui n'ont pas aussi bien réussi que lui. Okonkwo s'occupe d'Ikemefuna durant 3 ans. D'abord triste de la séparation avec sa famille, Ikemefuna parvient à s'intégrer dans la famille. Okonkwo a de l'affection pour ce garçon, sentiment qu'il essaie de dissimuler. Un jour, une de ses femmes qui s'appelle Ojiugo était allée se faire des tresses. Le repas n'était pas préparé. Lors du retour d'Ojiugo, Okonkwo l'a battu alors que c'était la semaine de la paix. Pour réparer son erreur, le prêtre de la déesse de la terre lui a dit qu'il devra apporter à l'hôtel d'Ani une chèvre, une poule, une longueur d'étoffe et 100 kauris. Suite à la semaine de la paix, on défriche les terrains. Okonkwo montre à son fils aîné et à son fils adoptif comment on découpe les ignames. La plantation des ignames commence. La fête de l'igname nouvelle se déroule annuellement avant le début de la récolte. Cette fête se fait en l'honneur de la déesse de la terre et des esprits des ancêtres. Peu avant cette fête, Okonkwo met une raclée à sa deuxième épouse car elle a découpé des feuilles de bananier. Okonkwo veut partir chasser. Après que son épouse lui ait fait une remarque sur ses faibles qualités de chasseur, il lui tire dessus et heureusement manque son coup. La fête de l'igname nouvelle se déroule dans la joie. Lors du second jour de l'année se déroule un grand tournoi de lutte entre le village d'Okonkwo et ses voisins.
C'est à ce tournoi, il y a quelques années, qu'Ekwifi est tombé sous le charme d'Okonkwo. Ekwifi et sa fille Ezinma préparent un repas tandis que les tambours commencent à battre. Obiageli casse son pot d'eau en voulant marcher tout en l'ayant sur la tête. Chaque épouse apporte de la nourriture à Okonkwo. Tous les villageois dont Okonkwo sont réunis sur l'îlot pour assister à la lutte. Plusieurs tournois ont lieu. Dans un premier temps, les plus jeunes s'affrontent avant de faire place à des combattants plus âgés et plus chevronnés. Les chefs des deux équipes luttent à la fin de la journée. Lors du combat final, c'est Okafu qui gagne. Cela fait 3 ans qu'Ikemefuna vit chez Okonkwo. Ikemefuna a de bonnes relations avec le fils aîné d'Okonkwo, nommé Nuoye. Il semble avoir une influence positive sur le garçon. Okonkwo est content d'entendre Nuoye maugrer contre les femmes, car c'est le signe qu'il pourra diriger ses femmes. Okonkwo raconte à son fils aîné des histoires viriles avec de la violence et du sang. Même si son fils semble aimer ces histoires, il préfère celles de sa mère qui sont plus douces. Tandis qu'Okonkwo consolide un mur avec 2 garçons, les sauterelles arrivent. Elles arrivent une fois par génération durant une durée de 7 ans. Les habitants les mangent grillés. Tandis qu'Okonkwo est en train d'en manger, Ezeudu entre. Il lui annonce que selon l'oracle des collines et des grottes, Ikemefuna doit être tué. Ezeudu recommande à Okonkwo de ne pas venir à la mise à mort, car Ikemefuna l'appelle père. Okonkwo n'écoute pas ce conseil. Il ne dit pas la vérité à Ikemefuna, car il lui dit qu'on va le ramener à son village. Ikemefuna est emmené dans la forêt. Il reçoit un premier coup de machette. Alors qu'il s'adresse à Okonkwo, celui-ci lui assène un second coup de machette. Quand Okonkwo revient chez lui, Nuoye devine ce qu'il s'est passé. Il sent quelque chose se rompre en lui, comme quand il a vu des jumeaux être mis dans des pots et abandonnés dans la forêt. La mort d'Ikemefuna rend triste Okonkwo et il ne mange pas durant 2 jours. Plus il ne fait rien, plus il y pense. Il regrette qu'Ezinma ne soit pas un garçon. Il se rend chez Obirika. Okonkwo lui reproche de ne pas être venu à la mise à mort. Obirika pense que ce que son ami a fait ne va pas plaire à la déesse de la terre qui risque de faire disparaître des familles entières. Ofuedu vient à eux et dit qu'Ogbuefi Ndulu est mort ce matin et qu'on n'a pas entendu le tambour. Une des femmes qui s'appelle Ozoemena est morte après avoir appris la mort de son mari. Obirika se plaint car à cause de son titre d'Ozo, il ne peut plus grimper dans les palmiers pour les inciser. Après s'être absenté un instant, Okonkwo revient chez Obirika. Ce dernier reçoit les futurs beaux-parents de sa fille. La discussion tourne autour de la dot, car Obirika va marier sa fille Akweke à son prétendant Ibe. Le montant de la dot est déterminé à l'aide de baguettes. La dot d'Akweke est finalement fixée à 20 sacs de kauri. Les 2 familles parlent des coutumes concernant le mariage dans d'autres villages qui leur paraissent ridicules. Obirika parle comme s'il s'agissait d'un conte d'hommes qui seraient blancs. Après 3 nuits blanches, Okonkwo parvient à dormir. Ekwifi le réveille le matin et lui dit que sa fille Ezinma va mourir. Okonkwo dit que sa fille Aliba et il va chercher des plantes qui pourraient la guérir. Okonkwo lui fait respirer la vapeur de son infusion. Ekwifi a accouché de 10 enfants, mais seule cette fille est restée en vie. Okonkwo était allé trouver un homme médecine qui lui a dit que les morts des enfants en bas âge est due à un Ogbanje. Ce dernier est un enfant malfaisant décédé qui retourne dans le ventre de sa mère pour renaître et mourir une nouvelle fois. Il lui avait conseillé que sa femme retourne chez sa famille une fois enceinte. Cela n'a pas fonctionné. Le second homme médecin a conseillé à Okonkwo de dormir avec sa femme dans son obi. Cet homme médecin a mutilé le corps de l'enfant décédé pour le dissuader de renaître à nouveau. Il l'a enterré dans la forêt maudite. Ekwifi a donné naissance à Ezinma qui a survécu année après année. Elle était parfois malade, parfois en bonne santé. La mère vivait dans la crainte de la perdre. Okagbue a demandé à Ezinma où elle avait enterré son Iyi-Uwa, qui est une pierre magique qui relie l'Ogbanje au monde des esprits. Si la pierre est mise à jour, l'enfant alors échappe à la mort. La fillette a indiqué un endroit et son Iyi-Uwa a effectivement été trouvé à l'emplacement indiqué. Chacun des 9 Egougous présents appartient à un village du clan.
Ils sont masqués et leur chef, qui s'appelle Forêt Maudite, a de la fumée qui sort de la tête. Il représente l'un des pères défunts. Okonko serait l'un d'eux. Uzobulu présente son cas au 9 Egungun. Il dit que sa femme et ses enfants ont été enlevés par sa famille. Cette dernière ne veut pas lui rendre la dot. Les membres de sa famille ont enlevé cette femme car son mari la battait tous les jours sans aucune raison. Les Egungun se concertent. Uzobulu devra se rendre chez sa belle famille avec un pot de vin et supplier son épouse de revenir chez lui. La nuit est tombée. Okonko s'apprête à fumer du mauvais tabac. Ekwefi raconte à sa fille l'histoire d'une tortue qui est tombée du ciel après y être montée pour participer à un festin d'oiseaux lors duquel elle s'est mal comportée. Sa chute explique pourquoi sa carapace n'est pas lisse. Ezinma commence son histoire, mais elle est interrompue par les cris de Chi-Elo qui est la prêtresse d'Agbala. Elle s'adresse à Okonko. Elle lui dit qu'Agbala veut voir sa fille Ezinma. Chi-Elo emmène la fillette sur son dos. Ekwefi décide de suivre Chi-Elo. Elle les suit uniquement au son de la voix de la prêtresse car dans la nuit noire, elle ne voit rien. La prêtresse se rend d'abord au village Umoashi avant de faire demi-tour et de se diriger vers les grottes. Bien qu'elle ait peur, Ekwefi décide d'attendre devant la grotte. Okonko la rejoint. Ils décident d'attendre Ezinma ensemble. La prêtresse est sortie de la grotte et elle a remis la fillette dans la case d'Ekwefi. Ekwefi et Okonko ne se sont pas reposés de leur nuit blanche et ils sont fatigués. Ce jour-là, Obirika, l'ami d'Okonko, célèbre l'ouri de sa fille. Le prétendant doit apporter du vin de palme aux parents de la fille, à sa proche famille et à l'Unuma. La fiancée, aidée de femmes et d'enfants, doit cuisiner pour tout le village. Alors que les autres femmes et enfants sont prêts, Ezinma vient de se réveiller, ce qui la mettra, elle et sa mère, en retard au domaine d'Obirika. Chez Obirika, de nombreuses femmes préparent le repas tandis que les hommes s'occupent des animaux qu'il faut tuer. Les femmes cherchent une vache qui s'est échappée. La belle famille et le fiancé apportent 50 pots de vin, ce qui est un bon nombre. Une fête joyeuse s'ensuit. Ezeudu est mort. Lors de ses funérailles, des coups de fusil sont tirés. Le fusil d'Okonko éclate et un éclat blesse à mort le fils du défunt. Okonko doit fuir le clan. Il pourra réintégrer le clan au bout de 7 années. Il s'agit d'un crime femelle, car Okonko l'a commis par inadvertance. Okonko et les siens partent pour la terre natale d'Okonko, qui est un petit village qui s'appelle Mbanta. Après qu'il soit parti, des hommes viennent détruire la ferme d'Okonko pour nettoyer la terre qu'il a polluée de son meurtre. Okonko et sa famille sont bien accueillis par le frère de la mère d'Okonko, qui s'appelle Ushendu. Okonko construit son obi et 3 cases pour s'installer lui, ses femmes et ses enfants. On lui donne de la terre afin qu'il la cultive. Okonko doit tout reprendre à zéro. Il le fait sans enthousiasme. Un des fils d'Ushendu, nommé Amiku, doit épouser une nouvelle femme. Se déroule la dernière cérémonie qui est celle de la confession. On demande à la femme si elle a couché avec un homme depuis qu'Amiku a demandé à l'épouser. Elle répond que non et elle devient la femme d'Amiku. Ushendu demande pourquoi on dit que la mère est suprême alors que les enfants appartiennent au père et non à la mère. Personne ne peut répondre et Ushendu dit qu'un homme appartient à la terre de son père quand tout va bien, mais que dès qu'un problème se déclare, il se réfugie chez sa mère. En voyant l'air malheureux d'Okonko, Ushendu essaie de lui faire comprendre que son devoir est de consoler ses femmes et ses enfants et de ne pas se morfondre. Il lui explique qu'il y a des gens qui ont des raisons d'être plus malheureux que lui. Au cours de la seconde année d'exil, Obirika rend visite à Okonko. Obirika lui dit que le village Abame a été entièrement détruit. Un blanc est arrivé dans le village. L'oracle a dit que cet homme allait briser leur clan et semer la destruction chez les habitants. Les habitants ont tué l'homme blanc avant qu'il ait dit quelque chose, puis ils l'ont attaché à un arbre avec son cheval de fer. L'oracle aussi avait déclaré que d'autres hommes blancs allaient venir. Effectivement, 3 hommes blancs conduits par une bande d'hommes sont arrivés au clan. Lors d'une seconde visite, ils ont encerclé le marché et ils se sont mis à tirer sur la foule. Beaucoup de personnes ont été tuées. La première épouse d'Okonko a préparé le repas des hôtes.
On apprend que Nwoye s'est nouvellement marié à la deuxième fille d'Oka Digbo. Obirika donne à Okonkwo l'argent des graines d'igname que son ami a réussi à vendre. Il a confié une partie des graines à des métayers. Obirika revient voir Okonkwo 2 ans plus tard. Il lui dit que des missionnaires sont arrivés à Umuofia. Ils ont bâti leur église et ils ont réussi à convertir des personnes au christianisme. Les convertis sont appelés les Zefulefu, autrement dit personnes vides qui ne vaut rien. Un homme blanc a parlé aux villageois. Il avait avec lui un interprète Igbo qui ne parlait pas très bien le langage du clan. Le discours du missionnaire portait sur Dieu et sur le fait que les habitants avaient jusqu'ici adoré de faux dieux. Cette religion plaît à Nwoye, qui est le fils aîné d'Okonkwo, car il a été blessé par la mort d'Ikemefuna et par le sort réservé aux jumeaux. Il finit par faire partie des missionnaires d'Umuofia. Les missionnaires passent leur première nuit sur la place du marché. Ils se rendent chaque matin au village pour prêcher l'évangile. Ils demandent un terrain pour y bâtir leur église. Les habitants leur offrent un terrain dans la forêt maudite. Étonnamment, les missionnaires ne meurent pas alors qu'ils sont installés sur un terrain maudit. Cette absence de malédiction convertit quelques habitants. Les habitants espèrent que les missionnaires reçoivent une punition des dieux tôt ou tard. Les dieux fixent leur limite à 7 semaines de marché ou 28 jours, mais au bout de ce laps de temps, les missionnaires sont toujours en vie. Amiku aperçoit Nwoye parmi les chrétiens. Il le dit à Okonkwo. Ce dernier questionne son fils et commence à le battre. Uchendu lui dit d'arrêter. Nwoye ne reviendra plus à la maison. Il décide d'aller à Umuofia où les missionnaires ont ouvert une école. D'après Okonkwo, c'est une malédiction d'avoir un tel fils. Il voit en la reconversion de son fils aîné la main de son Dieu personnel. Il a peur que d'autres suivent son fils et abandonnent leurs ancêtres. Il se demande comment il a pu engendrer un tel fils. Face à l'arrivée des missionnaires et des conversions, les villageois ne s'en font pas plus que ça. Après tout, les Efuelu et les jumeaux sont dans la forêt maudite, qui est l'endroit où ils doivent être. Les Blancs apportent une religion mais aussi un gouvernement. On dit qu'ils ont construit un tribunal à Umuofia, mais ces bruits ne sont pas pris au sérieux et passent pour des fariboles. Les proscrits sont admis à l'église. Ils courent le bruit qu'un proscrit a tué un python sacré volontairement. Certains pensent qu'il ne faut pas se mettre entre le dieu de cette personne et ce fautif. Okonkwo pense au contraire qu'il faut agir. Les villageois décident finalement d'exclure les chrétiens du clan. 6 mois après l'arrivée des missionnaires, plus de la moitié des habitants sont convertis. Monsieur Kiaga avait demandé aux femmes converties de venir avec de la terre rouge, de la craie blanche et de l'eau afin de nettoyer l'église pour Pâques. Elles sont revenues sans rien car elles ne pouvaient plus aller à la rivière ou à la carrière. Okoli, qui est l'homme qui a tué le python, décède. Certains y voient l'œuvre d'un dieu. Okonkwo effectue sa dernière récolte à Mbanta avant de rentrer chez lui. Okonkwo envoie de l'argent à Obirika pour qu'il construise à l'emplacement de son ancien domaine 2 cases. Pour remercier la famille accueillante, Okonkwo et sa famille font une grande fête avec beaucoup de nourriture. L'un des plus anciens de Lumuna parle de l'importance des liens familiaux. Il dit avoir peur pour la jeune génération qui se convertit à la nouvelle religion et renie leur famille. Okonkwo revient sur cette terre avec l'espoir de tout réacquérir, de tout reconstruire. Il considère Nwoye comme ne faisant plus partie de sa famille. Ezinma a grandi et elle est maintenant en bonne santé. Okonkwo veut la marier à Umuofia. Dans le village, l'église est construite, des personnes ont été converties et un gouvernement a été établi. Il y a un tribunal dans lequel un commissaire de district juge et il y a des auxiliaires qui amènent au commissaire des prévenus. Une prison a été créée pour les coupables qui ont enfreint la loi des Blancs. Les missionnaires sont incapables de comprendre les coutumes locales. Le tribunal est corrompu. Obirika dit à Okonkwo qu'il est trop tard pour se battre contre ces hommes. Il n'aurait pas seulement affaire aux Blancs, mais aussi à tous ceux qui ont été convertis. Un homme nommé Aneto a tué un autre homme nommé Odouche. Il n'a pas eu le temps de filer, il a été mis en prison et il a été pendu. Un comptoir national est établi et l'argent arrive à Umuofia. Monsieur Brown, qui est un missionnaire blanc, arrive à se lier d'amitié avec des hommes du clan. Il est traité comme un dignitaire de haut rang.
Monsieur Brown explique qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, tandis qu'Akuna essaie de lui montrer les similitudes entre sa religion et le christianisme. Monsieur Brown se rend compte qu'une attaque frontale n'aurait aucune chance de succès. Il fait construire une école et un petit hôpital à Umuofia. Il pousse les habitants à aller à l'école en disant que s'ils ne le font pas, des étrangers vont venir et les diriger. Monsieur Brown parvient à faire venir de nombreuses personnes à l'école. Konkonko retourne chez lui, son village a changé et les habitants ne lui font pas l'accueil auquel il s'attendait. Il ne peut pas initier tout de suite ses deux fils à la société Ozo. Pour cela, il faut attendre 2 ans car le rite ne s'effectue que tous les 3 ans. Monsieur Brown tombe malade et il a pour successeur le révérend James Smith. Ce dernier fait beaucoup moins de compromis et il a un avis plus tranché. Il remarque que les convertis sont nombreux, mais que la nouvelle religion est entrée en eux de manière superficielle. Les croyances anciennes existent toujours. Monsieur Brown préfère les convertis ultra zélés, tels qu'Enoch, qui a déclenché à Umuofia le grand conflit entre l'église et le camp. Enoch a démasqué en public un égougou. En faisant cela, il a tué un esprit ancestral, ce qui provoque un grand émoi dans le village. Le lendemain, les égougous se dirigent vers la demeure d'Enoch et ils détruisent son domaine. Ils se dirigent ensuite vers l'église. Ajofia, qui est le chef des égougous d'Umuofia, parle aux Blancs. Il dit que l'église sera détruite et il recommande aux missionnaires de rentrer chez eux. L'église est effectivement détruite. En réalité, c'est Okonko qui a poussé les membres de son clan à agir ainsi, même si les membres n'ont pas été d'accord pour tuer les missionnaires ou pour chasser les chrétiens. Quand le commissaire du district revient de sa tournée, les chefs du clan sont invités à son quartier général. Méfiants, les chefs s'y rendent armés de leurs machettes. Le commissaire fait venir ses hommes et les chefs finissent tous les 6 menottés et conduits dans la salle de garde. Les chefs devront payer une amende de 200 kauris. Ils ne seront libérés de prison seulement quand ils seront d'accord pour payer cette amende et qu'ils chercheront les moyens de la payer. Les chefs sont maltraités par les auxiliaires. Okonko pense que ceci ne se serait pas passé s'ils avaient tué le blanc. Les autres pensent que s'ils avaient fait cela, ils auraient été pendus. Les auxiliaires vont à Umuofia pour avertir les habitants que leurs chefs ne seront relâchés qu'à condition de payer une amende de 250 sacs de kauris. Les hommes d'Umuofia décident de payer l'amende. Une fois l'amende payée, les chefs sont relâchés. Okonko se désole car les hommes de son village ne sont plus comme autrefois. Okonko pense à faire la guerre si d'autres l'accompagnent, ou il pense à la vengeance s'il est seul. Le lendemain, il y a un rendez-vous sur la place du marché. Okonko s'y rend. Il craint qu'Egon Wane arrive à faire en sorte que les habitants renoncent à la guerre. Pour Okika, il faut se battre contre les missionnaires, mais aussi contre les frères qui les ont rejoints. Le chef des auxiliaires et ses auxiliaires rejoignent la foule. Le chef des auxiliaires veut arrêter le rassemblement. Okonko prend sa machette et le tue. Okonko comprend que les habitants n'entreront pas en guerre car ils ont laissé les auxiliaires s'enfuir. Le commissaire de district et des soldats viennent chercher Okonko dans son hobby, mais il n'y est pas. Les hommes le conduisent à l'arbre où il s'est pendu. Les habitants ne peuvent pas le dépendre eux-mêmes car le corps d'un homme qui s'est suicidé ne peut être touché que par des étrangers. Ils ne peuvent pas non plus l'enterrer. Les soldats qui sont des étrangers pourraient le dépendre et l'enterrer. Le commissaire au chef des auxiliaires ordonne de décrocher le corps et de l'amener au tribunal. Le commissaire pense à utiliser cet événement dans son livre qu'il intitulera « La pacification des tribus primitives du Bas-Niger ». Le roman décrit 2 temps. Il y a la vie précoloniale chez les Igbo dans le sud-est du Nigeria, puis il y a l'arrivée des Britanniques à la fin du XIXe siècle. En lisant le roman, nous pouvons être du côté d'Okonkwo. C'est un monde qui s'effondre. Les coutumes et les croyances sont détruites et remplacées par d'autres venus d'ailleurs. Les statuts sociaux ne sont plus respectés. Okonkwo a été doublement titré. Obirika prédit qu'il sera enterré comme un chien. Les méthodes utilisées pour convertir les habitants ne sont pas saines. Le premier missionnaire a des méthodes moins violentes que le second, mais elles sont davantage sournoises. Le second fait preuve d'agressivité. La méthode proposée par Okonkwo, c'est-à-dire utiliser la violence contre les ennemis, semble être la bonne. En même temps, les lecteurs peuvent être du côté des colons. L'Église accueille tout le monde, même les proscrits et les jumeaux y ont leur place.
l'Église offre des croyances qui peuvent davantage correspondre à certains. La manière de penser est autre. Ce n'est pas du holisme, mais de l'individualisme. Les Igbo ont leur propre système de punition qui peut être sévère, par exemple en excluant un membre du clan ou en faisant des sacrifices. Les femmes Igbo ont une place peu enviable. Certains malades sont abandonnés dans la forêt maudite et les colons apportent l'éducation et l'hôpital. Les apports des colons ne sont pas vraiment des apports. Le clan possédait déjà la médecine grâce aux hommes médecine, un tribunal grâce aux Egungun, une religion avec plusieurs dieux et dirigée par l'oracle, l'éducation grâce aux initiations de la société Ozo, une organisation sociale et il avait leur propre système monétaire fait principalement de vin de palme et de sacs de cori. Le roman nous décrit avec précision le mariage, la maladie, les obsèques, la justice, qui au final n'ont pas de grande différence avec le système des Blancs. Okonkwo est présenté comme un modèle de réussite. Il est travailleur, il a dû s'occuper de sa famille jeune suite à la mort de son père, il a été un bon lutteur, il a été un bon guerrier, il est doublement titré, il a honte de son père. Il demande beaucoup aux autres, car il a réussi, il ne comprend pas pourquoi les autres ne réussissent pas aussi bien que lui. Il est violent, il bat sa femme un jour durant la semaine de la paix, il manque d'en tuer une en tirant dessus avec son fusil. Il tue Ikemefuna et le colon, même s'il y a un monde entre ces deux meurtres. Il est obnubilé par la faiblesse de son fils aîné et il tente d'en faire un homme fort. Cependant, c'est ce caractère bien trempé qui lui a permis de s'apercevoir que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être aussi son exil de 7 ans. En arrivant de nouveau dans son village, Okonkwo a remarqué la différence par rapport au village qu'il a quitté 7 ans plus tôt. Les autres ne peuvent pas à ce point le remarquer. Ils se sont laissés peu à peu endormir par les colons. Le roman d'Achebe est quadruplement puissant. Le lecteur est positionné pour avoir le point de vue d'un local et non d'un colon. Il ne nous raconte pas seulement la colonisation, mais aussi le mode de vie Igbo pré-colonisation durant environ la moitié du roman. L'auteur fait éloigner son personnage principal de son village durant 7 ans, ce qui permet au lecteur de se rendre davantage compte du changement. Et enfin, l'écrivain ne nous donne pas le point de vue de n'importe quel personnage, mais celui d'un personnage important dans la vie du clan. Okonkwo subit plusieurs démantèlements. Il se retrouve hors de son clan. Okonkwo doit changer géographiquement de lieu. Sa famille n'est plus la même. Le fils aîné ne compte plus pour Okonkwo et ce dernier doit s'associer à la famille de son oncle. La religion et les valeurs ancestrales de son clan sont peu à peu abandonnées. En plus de subir des changements, Okonkwo doit les subir très rapidement. Le lendemain de l'incident du fusil, il doit partir avec sa famille ailleurs. Une grande partie du clan a été convertie en 6 mois. L'Europe est un ennemi pour le clan. Cependant, il n'y a pas de combat comme les habitants en avaient l'habitude. La manière de s'y prendre a quelque chose de plus insinueux, par exemple en envoyant les enfants à l'école. Dans le texte, on retrouve plusieurs fois le mot « effondrement » ou le verbe « s'effondrer ». Au début du roman, nous avons une citation de Yeats, extrait de The Second Coming. La citation est « Tournant en cercle toujours plus large, le faucon n'entend plus le fauconnier. Tout s'effondre, il n'y a plus de centre, l'anarchie se déchaîne sur le monde. » Dans la première partie, Unoka dit à Okonkwo « Un cœur fier ne se laisse pas abattre quand tout s'effondre, car un tel échec ne l'atteint pas dans son orgueil. » Une autre fois, dans la première partie encore, Okonkwo s'interroge lui-même après le meurtre d'Ikemefuna. Il se demande « Comment un homme qui a tué 5 fois sur le champ de bataille peut-il s'effondrer parce qu'il a ajouté un garçon à ce nombre ?» Dans la troisième partie, c'est un narrateur extérieur qui dit qu'Okonkwo pleurait sur le clan qu'il voyait mis en pièces et s'effondrer, et il pleurait sur les hommes d'Umuofia, hier si belliqueux, inexplicablement devenus mous comme des femmes. Le monde qui s'effondre n'est pas tout à fait exact, c'est un monde qui s'effondre. L'autre monde s'abreuve de sa population et s'étend. Le clan d'Umuofia n'est pas seulement colonisé par les Blancs, mais il y a aussi des tribus aux alentours qui ont été converties. Ces derniers paraissent encore plus violents que les colons. La fin du roman est révélatrice. Le colon écrira un livre sur la pacification des tribus primitives du Bas-Niger alors qu'il vient de voir un homme pendu. L'écriture permet de garder une vision des choses et cette vision survivra. Les Igbo se transmettent leur histoire de manière orale. Une fois l'histoire racontée, elle peut être oubliée. Le réseau d'écoute n'est pas si grand que pour les livres et une fois les gens morts, il ne reste plus rien.
Okonkwo était connu dans les 9 villages et même au-delà. Il le devait à de beaux succès personnels. Jeune homme, il avait fait à 18 ans l'honneur de son village en battant Amalinze le chat. Amalinze était un grand lutteur, célèbre d'Umofia à Mbeno, et invaincu depuis 7 ans. On l'appelait le chat parce que son dos ne touchait jamais terre. C'était cet homme qu'Okonkwo avait fait plier au terme d'un combat dont les anciens disaient que c'était le plus acharné depuis que le fondateur de leur village avait affronté un esprit de la forêt pendant 7 jours et 7 nuits. Les tambours battaient, les flûtes jouaient, les spectateurs retenaient leur respiration. Amalinze était un lutteur habile et plein de ruses, mais Okonkwo était glissant comme un poisson dans l'eau. Tous les nerfs et tous les muscles saillaient sur leurs bras, leur dos et leurs cuisses, et on les entendait presque se tendre à se rompre. Et à la fin, Okonkwo avait terrassé le chat. C'était bien des années auparavant, 20 ans au plus, et la réputation d'Okonkwo avait grandi depuis comme un feu de brousse quand souffle l'harmattan. Il était grand et fort, et ses épais sourcils, son nez épaté lui donnaient un air des plus sévères. Il avait un souffle puissant, et on disait que lorsqu'il dormait, ses épouses et ses enfants l'entendaient respirer de leur maison. Quand il marchait, ses talons touchaient à peine le sol, et il semblait se déplacer sur des ressorts, comme s'il s'apprêtait à bondir sur quelqu'un. Et de fait, c'était quelque chose qu'il faisait souvent. Il souffrait d'un léger bégaiement, et quand il était en colère et ne trouvait pas ses mots assez vite, il se servait de ses poings. Il n'avait aucune patience avec ceux qui ne connaissaient pas la réussite. Il n'avait eu aucune patience avec son père.